Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le premier je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, vous l'avez compris avec moi que le VIH est un virus qui attaque progressivement le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps, et sans le traitement, cela évolue vers le sida qui est le syndrome d'immunodéficience acquise. Docteur Pépé, parlons un peu des modes de transmission du VIH. Comment cela se transmettait? Merci beaucoup, madame. Peut-être avant de revenir sur la question, je voudrais faire marche arrière par rapport à la question précédente sur la situation du VIH actuellement. D'accord. Parce que vous m'avez coupé la parole quand je voulais conclure. En fait, je voulais arriver à dire que le VIH est devenu une infection chronique. Chronique pourquoi? Parce que justement, il y a eu le développement des médicaments qui permettent de les stabiliser et de les maintenir dans le corps, sans qu'ils puissent évoluer vers les stades de maladie qui est au fait le sida. C'est là que je voulais conclure. Donc il faut là vanter quand même les mérites scientifiques qui nous a amenés jusqu'à ce niveau-là, où une personne peut vivre toute sa vie avec l'infection dans son corps, faire sa vie normalement, travailler, se marier et avoir des enfants. Tant qu'il restera sous le traitement des antirétroviraux. C'est pour ça que je veux dire, on va arriver lorsqu'on va parler des modes de traitement. Ok. Alors, le mode de transmission du VIH, bon, moi je pense qu'à mon avis, le premier c'est d'abord la connaissance. Il faut connaître que le virus existe. Parce que quand on connaît que le virus existe, il est dangereux pour la santé, on prend conscience et on adopte un comportement responsable. Tout est mental en fait. Parce que vous pouvez connaître tous ces modes, mais vous les négligez. Vous n'adoptez pas un comportement responsable. Et donc il y a d'abord cette communication pour le changement de comportement. On doit être sensibilisé pour savoir comment on doit se protéger. Il y a évidemment l'abstinence, il y a la fidélité, il y a l'utilisation des préservatifs. Mais tout ça, c'est d'abord le comportement, c'est la personne. Parce que tu peux à une minute changer, oublier tout ça. Oublier que tu es marié. Oublier que tu es un jeune, tu peux t'abstenir. Oublier que tu avais un préservatif dans la poche, mais tu ne l'as pas utilisé. Voilà ce que comment je peux résumer la question. Vous parlez des modes préventifs et les modes de transmission. Alors, le mode de transmission, je vais arriver, évidemment, j'ai mélangé un peu le tout. D'accord. Et la transmission se fait généralement, en grande partie, par voie sexuelle. D'accord. On peut se contaminer également par le contact du sang, comme vous le savez, par le contact du sang. Mais aussi, on se contamine lors de l'accouchement mère-enfant. Donc, ce que nous appelons dans le cadre de la PTM, qui est en fait un service qui protège cette transmission. Donc, la transmission peut se faire de la mère à l'enfant, donc le nouveau-né. Généralement, ce sont les trois modes les plus courants. D'accord. Et est-ce qu'elle peut aussi se transmettre par une mystique, par des partages d'ustensiles? Par des baisers? Ce sont des questions que le commun de mortels pose souvent. Non, généralement pas. Ce n'est pas prouvé scientifiquement que ça peut se transmettre par ces modes-là. Ok. Docteur Bernard, vous avez quelque chose à ajouter? Bien. Je voudrais parler de beaucoup de rumeurs. Les rumeurs, ok. Les rumeurs qui fait que les gens
adoptent de mauvais comportements. D'abord, il y a des personnes qui pensent que attraper le VIH, c'est de la sorcellerie, que on vous en veut, donc c'est quand on dit maladie à Boloka. Yakoboa qui est là. Yakoboa qui est là, c'est ça. Donc c'est un sorcier dans la famille qui vous a fait ça. Ce sont des rumeurs. Deuxièmement, vous pouvez vivre avec une personne qui a le VIH-Sida, faire tout ce qu'on fait avec les autres personnes, hein, l'embrasser, serrer la main, manger à table, ensemble, manger avec la même assiette et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le virus ne peut pas se transmettre. Et c'est ça qui crée la stigmatisation, la discrimination. Oui. C'est-à-dire que cela a le sida et je ne vais plus. Je me rappelle en 1989, il y a une dame burundaise qui est venue ici. Elle était PVVIH. Alors, ici, dans votre studio, elle faisait l'émission avec un journaliste. Et puis, elle a dit que je suis moi-même PVV. Et le journaliste était étiqueté. Il a eu peur et tout ça. Et c'est vrai, madame, oui. Oh. Donc, c'était courant. Mais maintenant, là, on est en train de faire des efforts pour lutter contre cela. Parce que nous avons 3 objectifs que nous avons réalisés. 0 nouvelle infection, 0 décès et 0 discrimination. Pour atteindre l'objectif de 2030, stopper le sida en tant que problème de santé publique. Mais le VIH va rester encore longtemps avec nous chez les personnes infectées. Donc, sur le plan comportemental, nous devons changer de comportement. Changer de comportement pour ne pas attraper, pour observer, se faire dépister, parce que les gens ont peur de faire les tests. Donc le changement de comportement là est capital. Hein? Donc il faut faire les tests. Quand vous avez eu un contact à risque, il faut aller faire le test. On a testé l'état sérologique, quand on va se marier et tout ça. Et puis de 2, prendre les médicaments, observer ça. Et pour prendre les médicaments, on ne doit pas vous stigmatiser pour que vous soyez obligé de les faire en cachette. Ok? Bon, on sait que vous prenez votre médicament et puis, bon, ça va. Et puis, bien sûr, accepter de vivre avec tout le monde sans problème. Docteur, puisque vous parlez de tests, hein, quels sont les différents types de tests disponibles et fiables? Bon, là, vous entrez dans le domaine un peu technique. Ce que vous devez savoir, que quand un produit entre dans les pays, nous faisons ce qu'on appelle le contrôle pour certifier que ce produit peut être utilisé chez nous. Donc les tests qui entrent ici sont fiables, il y en a plusieurs. Il y a, maintenant là, il y a même l'autotest, ça veut dire que tu peux te faire tester toi-même. Ok, dommage que je n'ai pas amené ça. Donc on pouvait me faire une démonstration tout de suite là. Ok, on pouvait faire ça chez vous, vous tester et puis donc test rapide, test rapide. Il y a des tests de confirmation, confirmation, ce qu'on appelle ELISA. Et puis il y a les tests aussi qu'on utilise pour les enfants. C'est toujours des tests rapides, hein, PCR pour quand un enfant est né de mère séropositive, on les teste pour savoir s'il a le virus ou pas. Mais on ne recherche pas les anticorps, parce que l'enfant qui est né d'une femme séropositive est séropositif, parce qu'il a les anticorps maternels.
Ce ne sont pas ses propres anticorps. Et c'est comme ça qu'on fait un autre test qui cherche le virus. OK? D'accord. Qui cherche le virus pour confirmer que cet enfant a été contaminé. Puisque après 1 mois, 2, 3 mois, l'enfant élimine les anticorps maternels. C'est pour cela que nous recommandons aux mamans de téter les enfants parce qu'il est protégé par les anticorps maternels contre les différentes maladies que la maman a eu à contracter dans la vie. Ensuite, l'enfant va commencer à être en contact avec des microbes et il va commencer à développer ses propres anticorps. D'accord? C'est ça. Donc, et puis, il y a la charge virale, bien sûr, que nous faisons pour rechercher le virus, pour voir si le virus est encore là ou si on a éliminé. Je n'entre pas trop dans les termes techniques. Dans les termes techniques, le commun de mortels doivent comprendre. Est-ce qu'il y a des avancées majeures dans la prévention de la transmission du VIH entre la mère et l'enfant? Bon, c'est là où nous saluons la prise de conscience des responsabilités du chef de l'État. Okay. Parce qu'il venait de lancer lors de la dernière conférence de gouverneurs l'initiative présidentielle pour l'élimination de la transmission du VIH pédiatrique. OK. Nous avons plusieurs maternités où les femmes accouchent dans les maternités, mais malheureusement, il n'y a que 35% des enfants qui naissent des mères séropositives qui sont dépistés. Alors que si on intègre ça systématiquement dans toutes les maternités, et c'est là où le programme national de santé de reproduction intervient, pour que dans chaque maternité, on puisse dépister, connaître, d'abord que les femmes doivent connaître leur statut sérologique et que pendant l'accouchement, on puisse dépister aussi précocement le virus chez l'enfant. OK? Mais là, le taux est encore bas, alors que dans la moyenne de la population générale, nous tournons autour de 80-85% des gens qui connaissent leur statut sérologique. Et chez les enfants, c'est très bas, 35%. Et c'est comme ça que le président a lancé cette initiative et il les suit lui-même. À la lettre. Oui. À la, coup de chapeau à notre président de la République, en tout cas. Docteur Pépé, parlons à présent du traitement. Comment fonctionne le traitement antirétroviral? Oui, alors, je pense que le Sénat avait expliqué ça de termes simples. L'objectif principal, d'abord, c'est d'empêcher le virus de pénétrer dans la cellule, dans les cytoplasmes, dans la cellule, à l'intérieur, dans les noyaux. Et c'est ça le premier rôle que le médicament que nous prenons aujourd'hui. Donc, c'est d'inhiber que l'infection arrive à pénétrer à l'intérieur de la cellule. Non seulement qu'il l'empêche de pénétrer, mais il empêche aussi de se répliquer, de se multiplier, en transformant c'est un peu technique, de son ARN en ADN, c'est-à-dire qu'il entre dans le patrimoine génétique de la personne, dans les génomes. Oui, il entre là-dedans, et les médicaments jouent ce rôle-là justement d'inhiber que le cycle normal de réplication du virus dans le corps ne puisse pas se faire normalement. Et donc à partir du moment où le virus, l'ARN du virus, ne prend pas la forme de votre patrimoine génétique, alors la multiplication devient difficile. Et le fait aussi de rester dans l'organe et de se multiplier davantage devient aussi difficile. Ce qui fait que l'infection qui est déjà dans votre corps, dans la cellule, il est enfermé là-bas. Il ne peut plus se multiplier. Parce que les ARV empêchent justement, inhibent ça, inhibent la réplication et inhibent la multiplication
de virus dans les corps. C'est à ce niveau-là que le médicament agit. Et donc il y a tout un cycle possible et les médicaments agissent à chaque stade du cycle pour éviter justement que les virus puissent non seulement s'implanter, se multiplier, aller dans toutes les cellules du corps, ce qui fait d'ailleurs, comme le Sénat l'expliquait, on peut vivre avec les virus pendant 8 ans sans que vous ayez développé un seul signe. Ok. Justement parce qu'il prend son temps. Et pardon docteur, pendant les 8 ans là, vous ne vous contaminez pas? Non, là vous contaminez déjà. Là vous contaminez déjà. Contaminez déjà. D'accord. Mais lui, il va attendre qu'il arrive à avoir un seuil suffisant. Il est entré dans beaucoup de cellules de votre corps pour déclencher la maladie. Cellules de défense. Les cellules de défense. Il est en train de les détruire au fur et à mesure, une à une. Ok. Et voilà un peu donc le rôle des ARV, c'est d'éviter ça et de les maintenir dans très peu de nombre de cellules. C'est ainsi que quand on fait les examens de laboratoire pour la charge virale, on voit comment ça évolue, comment ça diminue. Et jusqu'à arriver au stade où on n'arrive plus à le voir, il est indétectable. Mais il est dans les corps. Mais il ne colonise pas un nombre important de cellules de défense de notre corps. Ok, Voilà. Merci docteur. Nous tombons déjà à la fin. Je voudrais ajouter un petit mot sur la prévention. Oui. Il peut arriver que vous ayez eu un rapport sexuel à risque. Oui. Par exemple, en cas de violence sexuelle. Ok? Ou bien vous êtes dans un métier où les risques de contact avec le sang, la prostitution, donc et tout ça, il y a ce que nous appelons PrEP, donc la prévention précoce. Okay. D'accord. Donc là, si vous êtes dans des conditions où vous risquez de se faire violer, dans le cas de crise humanitaire, tout ça là, ou bien vous avez été, vous faites des métiers à risque, ben, on vous met sous traitement pour que vous ayez déjà des ARV dans votre corps. Si le virus arrive, eh ben, il est déjà détruit avant qu'il puisse entrer dans le noyau cellulaire. Ok, docteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais je pense que nous aurons un deuxième numéro concernant toujours le VIH. Alors, un dernier mot, soyez bref, que dire à toutes ces personnes-là qui pensent qu'elles ne peuvent plus contaminer les autres personnes lorsque la charge virale devient indétectable? Mon collègue vient de dire que quand on a atteint le seuil de suppression de la charge virale, on peut se marier, on peut avoir des enfants, on ne peut pas contaminer parce que le virus ne circule plus. Ok? Mais par contre, ce que les gens pensent maintenant, qu'il n'y a plus, on ne voit plus des sidéens, maigrichons et tout ça là, dans la rue, il n'y a plus beaucoup de deuil des personnes qui sont décédées de sida, alors il n'y a plus la sensibilisation, ok, il n'y a plus d'affiches sur la route, ok, donc les gens entendent moins parler du sida, ils disent que le sida est terminé. Au contraire, le sida est là. Okay. Nous sommes en train de bien évoluer, mais si nous ne faisons pas attention, je vais terminer par là, nous allons faire un effet de décollage très grave. C'est-à-dire que quand l'épidémie a commencé chez nous, en 1983, on avait trouvé 330 cas de sida. Okay. Nous sommes maintenant à des centaines, on était presque à 1 million à un moment donné. Okay. Alors, vous prenez un avion, porte-avions, qui décolle avec un petit appareil au-dessus. Il atteint la vitesse de croisière de 900
km à l'heure. Et de 900 km à l'heure, le deuxième appareil décolle. Comme vitesse de départ, 900. En très peu de temps, il atteint une vitesse qu'on appelle des Mach 1, Mach 2, Mach 3, donc des avions furtifs. Donc, si la flambée, si l'épidémie reprend maintenant chez nous, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, les gens doivent prendre conscience que nous devons encore faire davantage. C'est justement dans les derniers virages que c'est difficile à trouver des personnes qui ont le VIH. Parce qu'il faut maintenant dépister plusieurs personnes pour trouver un ou deux cas. Et ces un et deux cas-là sont importants, il faut les trouver. Ok, merci, docteur Pépé. 2 secondes. Merci beaucoup. Le VIH est là. Oui. Il n'a pas disparu. Tout le monde peut l'attraper. Tout le monde peut l'éviter. Si la charge virale est supprimée, ça n'exempte pas la personne d'adopter un comportement responsable. Sinon, il va tomber de lui-même dans ce que le Sénat vient de dire. Il va vivre cet avion dans son propre corps. Parce que s'il se fait réinfecter de nouveau, avec des souches mutantes qui ne vont pas répondre au traitement actuel, il va tout droit à la mort. Faut-il encore que nous puissions avoir ces médicaments de deuxième et troisième génération, qui sont des médicaments extrêmement chers, et il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, il y a la réduction du financement mondial. Vous êtes au courant, les gels de financement de l'USAID. Le Sénat a dit tout de suite qu'il y a certains partenaires aussi qui n'ont pas contribué au financement du Fonds mondial. Du coup, on n'est pas trop sûr qu'on peut avoir les médicaments de différentes générations. Autant on a supprimé les charges virales, autant c'est dire qu'on adopte un comportement responsable, qu'on reste fidèle à l'unique épouse avec laquelle on est, qu'on reste fidèle à son compagnon, ou carrément qu'on s'abstienne. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur Rosiki. Merci, docteur Kilimalima. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, ainsi prend fin cette première partie de notre émission Santé Plus consacrée au VIH-Sida. Vous l'avez compris, chaque personne doit adopter une mentalité saine, changer de comportement, savoir se protéger, avoir de rapports sexuels responsables et pour ne pas attraper le VIH. Alors, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Merci, au revoir. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le côté je mange une